Merci Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Bonjour à tous, bienvenue dans les vraies voix, émission spéciale aujourd'hui en direct de l'Automobile Club de France où se déroule la 7e édition du Grand Prix ACF dont Sud Radio a le plaisir d'être partenaire. Bonjour Philippe, on a de la chance. Stéphanie, on a de la chance, un environnement magnifique, l'Automobile Club de France, place de la Concorde, et puis vraiment des salons absolument superbes. D'ailleurs on a décidé de rester ici. Oui, enfin jusqu'à 20h. Parce qu'après je pense que, à part pour le cocktail, jusqu'à 4h du matin, ce sera fermé. Alors, au sommaire de cette émission, deux ONG portent plainte contre Fabrice Leggeri, l'ex-patron de Frontex, et désormais numéro 3 de la liste RN aux européennes. Plainte pour crime contre l'humanité et complicité de torture, ça ne plaisante pas. La Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 lui reprochent d'avoir fait refouler des migrants en pleine mer et de les avoir livrés aux gardes-côtes libyens. Alors, parlons vrai. Est-ce qu'il y a une volonté de criminaliser la lutte contre l'immigration clandestine? Est-ce qu'on n'est pas dans une dérive judiciaire de la politique? Et ce n'est pas la seule en ce moment. Est-ce une bonne affaire électorale pour le RN alors que les Français veulent un contrôle plus strict de l'immigration? Et à cette question, comprenez-vous la plainte pour complicité de crime contre l'humanité de Fabrice Leggeri, vous dites non à 73%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on en parlera justement avec Yann Manzi, un cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56 qui porte plainte contre Fabrice Leggeri. Il viendra nous expliquer ce qu'il reproche concrètement au numéro 3 de la liste RN aux européennes. Et puis le coup de projecteur à 18h30, donc Grand Prix ACF Autotech oblige. Nous nous intéresserons à la voiture électrique et surtout au financement de celle-ci. C'est un sujet évidemment ô combien important qui revient toujours dans ce débat, puisque vous le savez, la fin des moteurs thermiques est programmée pour 2035. La mesure avait été validée par l'UE pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mais évidemment se pose notamment, entre autres questions, la question des moyens financiers, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous, la voiture électrique est abordable financièrement ou vous ne pouvez pas vous la permettre? Est-ce que vous espérez une baisse massive des prix avec la hausse de la production, ce qu'on appelle les économies d'échelle? Est-ce que la bonne solution, c'est la location plutôt que l'achat? Et à cette question, peut-on faire de la voiture électrique une voiture populaire? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir encore et toujours? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert du jour, ce sera Stéphane Priamy, un directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Il viendra justement nous parler de ces moyens financiers, de ces problématiques, Philippe. Et nos vraies voix du jour. Les vraies voix Sud Radio. Ah, le petit ukulélé, Absolument. On commence à s'y faire, qui annonce la venue de Philippe Bilger. Oui. Président de l'Institut de la Parole, on le rappelle, on ne connaît que vous, mais on rappelle quand même, auteur de livres à propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Comment ça va, Philippe? Je vais en pleine forme. Vous êtes content de bien à Sud Radio. Alors vous imaginez dans ce cadre encore plus somptuaire le réactionnaire que je suis. Ah bah c'est vrai que... avec volupté dans ce décor. On va l'appeler le duc de Bilger aujourd'hui. Voilà, tiens, on a qu'à se... Et le Philippe de David. Non, parce que sinon au-dessus c'est roi ou empereur. Alors je vous ai quand même gardé... Vous avez donné l'empereur à des gens qui ne nous valaient pas. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech, consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Bonjour Sébastien. Salut à tous. Ça va bien? Pas trop mal. Bon, vous aussi, vous faites votre environnement? Bon, on est plutôt bien, mais faites gaffe, Philippe Bilger, parce que, je sais pas, je vois des structures monter sur la place de la Concorde. Méfiez-vous qu'il n'y ait pas un échafaud pour les gens comme nous. Olivier... Quel éclair de lucidité. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Olivier. Bonsoir les vraies voix. Dans ce va cadre superbe, un peu intimidant, mais je suis sûr que la confiance va venir au fur et à mesure de l'émission. Ça va aller. Vous êtes intimidé? Oui, ça me change un peu la fête de l'humain. C'est vrai. Ils n'ont pas encore fait griller des saucisses merguez, mais avec un peu de chance. Je suis venu sans le dispositif. Et Richard de Cabrol nous accompagne également, organisateur du Grand Prix ACF Autotech. Bonjour. Bonjour. Richard de Cabrol, vous devez être un petit peu en stress là au moment, quelques instants, quelques minutes de l'ouverture de ce Grand Prix. Enfin Grand Prix, pas de F1 mais ACF Autotech.
Eh bien, bonjour ou bonsoir, hein, je ne sais plus, hein, ça alternera entre les invités. Bonsoir les vraies voix. Non, pas de stress, au contraire, on est dans un environnement chaleureux, convivial, déstressant. Je ne comprends pas pourquoi mon voisin de gauche est stressé, mais peut-être c'est ma présence hein, finalement qui provoque ce que je vois en face de moi. Vous avez raison, monsieur d'Artigol. Tout est prêt donc. Et est-ce que ce 7e Grand Prix ACF Autotech est un grand cru? Eh bien, si j'en crois les membres du jury de la demi-finale, puisqu'avant d'arriver à la finale, on a une demi-finale. C'est l'ordre des choses. Comment? C'est l'ordre des choses. Demi-finale. Tout à fait. Et ce jury était composé majoritairement de directeurs scientifiques et de directeurs d'investissement. Et eux considèrent que c'est un grand cru cette année. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on atteindra finalement le pic du Grand Prix SF Autotech, puisqu'il y a bien un moment où on aura des startups peut-être un peu moins bien que l'année précédente. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours sur une pente ascendante. Il va y avoir des surprises? Alors des surprises, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on communique sur pas les startups finalistes, donc ceux qui ne sont pas effectivement attentifs à notre communication auront des surprises. Je veux dire, quand on a une startup qui transforme les plantes en nickel, je pense que c'est quand même une surprise. Hein. C'est pas tous les jours qu'on fait pousser du nickel dans son jardin. Voilà. Donc quand on fait du diamant de synthèse, hein, c'est pas demain que vous allez offrir une bague de fiançailles avec du diamant de synthèse. Enfin peut-être, hein, c'est très écologique. Puis les diamants sont éternels, vous savez, c'est bien connu. Mais tout à fait. Ensuite, j'ai passé l'âge pour ce genre de film. Mais... Ah. On a un entrepreneur dans la foodtech, Sébastien Ménard, qui veut réagir. Foodtech, autotech, on va dire ça. C'est presque pareil, hein, monsieur Philippe David. Oui. Oui, les raccourcis journalistiques, c'est ça. Non, mais ça fait toujours du bien d'avoir des confrères un peu évidemment éloignés, parce que son secteur d'activité n'est pas tout à fait le même que le mien. Mais en tout cas, ce qu'on a en commun, le pont, c'est celui de la recherche, de l'innovation et du génie français. Voilà, et ça fait du bien d'avoir des gens qui cherchent et aussi des gens qui trouvent et qui réussissent. Parmi les startups qui ont gagné sur les 6 précédentes éditions, il y en a qui ont vraiment énormément grossi au point d'être présentes sur d'autres continents. Alors oui, alors ça c'est davantage géolithe hein, puisqu'ils font de l'extraction de lithium des zones et nappes phréatiques et ça se ne fait pas uniquement en France, même s'ils ont réussi à trouver un gisement de lithium en Alsace. Absolument. Rappelons-le, hein, pas besoin d'aller sur les autres continents, mais ils ont surtout éclos de manière très forte. Hein, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous allez inviter Stéphane Priami du Crédit Agricole Consumer Finance qui a racheté iFlow qui a gagné le Grand Prix en 2019. Donc là aussi c'est une start-up qui fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires aujourd'hui et qui va très très performante et ce dont on est très fier, c'est que sur les 6 années de Grand Prix qui se sont écoulées, puisque nous en sommes à la 7e, aucune des finalistes, donc là je profite pas du fait qu'il y ait des vainqueurs, je parle des finalistes, donc 6 par an, n'a fait faillite depuis le début. Et ça, il y a très peu d'incubateurs ou de concours de start-up qui peuvent s'enorgueillir d'un tel résultat. Est-ce qu'on peut dire que les start-up françaises sont en pointe dans l'automobile? Alors oui, d'autant plus que des personnes m'ont demandé l'année dernière ou l'année d'avant, parce qu'on avait eu la moitié des finalistes provenant de l'étranger, de créer un prix de la start-up française, comme si on devait faire le prix de la réserve indienne des Français, au cas où les étrangers soient trop forts et qu'on ait envie de protéger quand même un vainqueur français. On a refusé, on a continué à faire mélanger international français. La preuve, l'année dernière, on a récompensé une américaine, donc on n'est pas agnostique à la start-up étrangère, on va pas la pénaliser. Et pourtant, cette année, on a 5 start-up françaises sur 6 finalistes. Donc oui, les start-up se défendent très bien par rapport à l'international. Et quand on parle start-up, c'est souvent de l'intelligence, parfois même de l'intelligence artificielle, mais on a quand même un grand défi en France, c'est la réindustrialisation. Est-ce qu'elle collabore à la réindustrialisation de la France ? Notamment dans l'automobile, où je rappelle qu'il y a un an et demi, en 2022, on a eu un déficit commercial de 20 milliards alors qu'on était excédentaire quelques années auparavant. Alors oui, même si ça ne se voit pas spontanément dans le Grand Prix ACF Autotech, on a eu des candidatures améliorant le manufacturing, l'usine du futur, notamment dans son efficacité, dans sa connexion privée 5G pour les sécuriser, dans aussi l'économie d'énergie pour les rendre plus énergétiquement viables. Oui. Non. D'accord, j'ai l'impression. Non, je regardais Olivier d'Artigol, c'est pour ça. Oui. Non, alors sur l'usine du futur, effectivement, les startups peuvent aider et aident. Et d'ailleurs, cette année, le choix du jury avait été porté sur pousser des startups qui étaient moins manufacturing et plus dans d'autres sujets. Mais c'est très probable que dans les années futures, on voit apparaître dans les finalistes, puisque ça sert l'automobile aussi, des startups qui améliorent l'usine. Alors Richard de Cabrol, comme on est au début de cette soirée, expliquez-nous un petit peu comment vont se dérouler les choses ce soir.
Alors ce soir, ça va être très simple parce qu'on a une règle au Grand Prix SF Autotech, on ne donne pas la parole aux officiels. Hein, ça c'est généralement dans les autres événements, on donne toujours la parole aux officiels, mais les officiels parlent toujours partout et tout le monde sait déjà, elles savent déjà à l'avance ce qu'ils vont dire. Donc la parole est donnée aux startups seulement, une introduction des organisateurs, Automne Club de France et SEC Alumni, et ensuite tout de suite les 6 pitchs des startups qui sont avec 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions-réponses pour chacune. Ensuite le jury va sortir pour délibérer puisque le choix n'a pas été fait avant le concours, il va être fait pendant le concours. Oui. Pendant ce laps de temps, le public pourra voter en parallèle et j'exprimerai le vote du public dans le résultat des votes du jury. Justement, quel public? Je sais pas quel public? Alors tout le public sur place et le public en ligne, puisqu'il y a un QR code et un code qui est disponible aujourd'hui sur Internet, sur le site officiel. Vous pouvez le trouver même sans vous connecter à la vidéo, pour voter pour vos startups préférées. Et à la suite de ça, le jury reviendra dans la salle et annoncera donc sur notre live YouTube, que vous pouvez aussi voir en replay. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'écouter les vraies voix. Vous pouvez continuer à écouter les vraies voix. Et puis cette nuit, quand l'antenne de Sud Radio sera rendue, vous pouvez continuer sur le Grand Prix SF et faire ainsi une nuit blanche très instructive. Le plus tard possible. Bon, on vous retrouve plus tard, en tout cas. Restez avec nous dans quelques instants. C'est le 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. Et puis on aura le réquisitoire du procureur avec Philippe Bilger. Merci de nous rejoindre dans les 3 voix, les vraies voix, les 3 voix, mais qu'est-ce que je raconte? Les vraies voix. Il y a 3 vraies voix, mais les vraies voix sont plus de 3. En direct de l'Automobile Club de France, puisque on fête ce soir la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech, dont Sud Radio est le partenaire. Et puis dans quelques instants, donc ça sera Félix Mathieu avec les 3 mots dans l'actu. Félix, quels sont-ils? Ils sont simplification, automatisation et Fillon. On va parler de Bruno Le Maire qui présente à son tour son choc de simplification pour réduire les normes, de Gabriel Attal qui présente Albert, figurez-vous, une intelligence artificielle censée aider les fonctionnaires dans tous les services publics possibles et imaginables, et puis donc de la Cour de cassation qui confirme définitivement la culpabilité de François Fillon. Nouveau procès à venir pour définir sa peine sur le Penelope Gate. Merci Félix, et à tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est contre la grossièreté collective d'aujourd'hui que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, j'ai décidé, avec l'aval des animateurs, je l'espère, de sortir le point de vue du procureur d'une forme d'universel pour parler de la cérémonie d'hier où j'ai eu le bonheur, avec d'autres bien sûr, de remettre le prix des hussards au Lutetia. Et j'ai été frappé, ça n'est pas la première fois, devant une assemblée nombreuse qui entendait les propos, les interventions généralement intéressantes de ceux qui avaient participé à ce jury des hussards. On avait un bruit de fond permanent au fond de la salle. Il a fallu que le président réagisse. Moi-même, avec mon peu d'urbanité, j'en ai remis une couche. Mais il n'y a rien à faire. Je suis très surpris par cette modernité qui n'est plus capable de savoir que la politesse élémentaire exige qu'on se taise lorsque quelqu'un parle. Alors c'est vrai dans les dialogues les plus familiers, c'est vrai dans les interventions les plus publiques, c'est intolérable. C'est un signe dérisoire de la dégradation, j'utilise un grand mot à dessein, d'une civilisation. Olivier d'Artigol. Alors qu'à vous écouter, cher procureur, j'imagine que cette assemblée était composée de participants qui normalement auraient dû faire preuve d'une grande urbanité. Vous n'étiez pas face à un camp de zadistes, il me semble. Non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas Notre-Dame-des-Landes, hein, voilà. C'était ou Lutetia. Hein. Comment expliquer ce relâchement collectif? À mon avis, certains viennent dans ces cérémonies, c'est fait pour faire tout autre chose qui participer intellectuellement, humainement, pour goûter un cocktail qui en l'occurrence était un peu mince. Je l'admets bien. Ce sont des ventres qui s'exprimaient. Donc ils ont été déçus sur ce plan-là. Et puis pour parler entre eux. Mais ça n'empêche que c'est un scandale. Sébastien Ménard.
J'ai envie de dire, Philippe Bilger, que sur le terrain des valeurs, les choses, malheureusement, les choses ne vont pas dans le bon sens, quoi. On le voit. Moi, j'ai même entendu des gens jacasser à des obsèques récemment. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le bruit de fond qu'on critique souvent dans les salles de classe, le bruit qu'on critique dans les wagons de TGV, mon cher Olivier d'Artigol, ou dans les salles d'embarquement devenues ultra bruyantes quand on prend l'avion. Tout ça finalement est à l'image de la société. Voilà, donc j'ai envie de dire vos sauteries mondaines, monsieur le procureur, n'échappent pas finalement à cette nouvelle norme. Mais le procureur a peut-être trop pris l'habitude de nous voir l'écouter doctement. Ah oui, religieusement. Mais vous n'avez pas l'habitude. De la même manière, mon cher Olivier, mon cher Sébastien, que je vous écoute religieusement. Religieusement n'est peut-être pas le terme. Je me permets parfois une très légère contradiction. Mais en tout cas, j'aime écouter profondément. Bon, eh bien écoutez, on va entendre Félix Mathieu pour ces 3 mots, Félix. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont simplification, automatisation et Fillon, ça rime. Ça rime. Bruno Le Maire présente son plan de simplification anti-paperasse pour les entreprises. Objectif, réduire le nombre de normes et le nombre de lignes dans les bulletins de salaire. Elle s'appelle Albert et elle est censée mettre de l'huile dans les rouages des services publics. Gabriel Attal a présenté l'intelligence artificielle censée bientôt aider nos fonctionnaires. Et puis la Cour de cassation confirme définitivement la culpabilité de François Fillon, mais elle renvoie un nouveau procès pour définir sa peine sur le dossier Penelope Gate. Les vraies voix Sud Radio. En son temps, Valéry Giscard d'Estaing appelait déjà ça la marée blanche de la paperasse. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'attaque à son tour à la complexité administrative après la suppression annoncée des formulaires CERFA, la réduction des bulletins de salaire. Ce soir, je vais dire aux entreprises que nous allons faire un choc de simplification. Alors non, ça c'est François Hollande en 2013. Est-ce qu'on pourrait me trouver Bruno Le Maire en 2024, s'il vous plaît? Il a présenté tout à l'heure les grandes lignes de son choc de simplification. À lui, c'était au Conseil des ministres. La simplification, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué, hein, vraiment. J'insiste, est-ce qu'on pourrait envoyer le son de Bruno Le Maire? Vous savez, le son de tout à l'heure quand le ministre de l'économie a annoncé qu'on allait organiser plein de réunions, de brainstorming et de rapports pour voir comment simplifier tout ce qui est simplifiable. Désormais, il y aura un rendez-vous annuel de simplification tous les printemps. Nous ferons remonter au cours des mois précédents les normes, les règles qui sont trop complexes pour chaque année avoir un projet de loi qui supprimera des normes, supprimera des démarches et allégera la charge administrative qui pèse sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont partagés entre la colère et le découragement face à la paperasserie, qui peut représenter jusqu'à 8 heures de leur activité hebdomadaire en lieu et place de leur travail pour leur entreprise, pour leurs salariés, pour la production de leur entreprise. Voilà, le ministre de l'économie qui entend simplifier par exemple les bulletins de salaire. Les fiches de paie devraient passer de 55 lignes à seulement une quinzaine à l'avenir. Et certains disent aux États-Unis, alors c'est un peu médisant, que la France c'est une Union soviétique qui a réussi. Mais quand on voit la paperasse qu'il y a en France, notamment les entrepreneurs en savent quelque chose, mais pas que. Est-ce que c'est pas un peu vrai, Philippe Bilger? Je trouve que c'est vrai. Et le paradoxe, c'est que à intervalles réguliers, tous les pouvoirs nous promettent un choc de simplification, mais durant les intervalles, on continue à bureaucratiser, à amplifier et à augmenter la paperasse. Vous m'avez écouté, j'espère. Tout à fait. Sébastien Ménard. J'aimerais dire que c'est un serpent de mer qui revient à chaque, je dirais, à chaque nomenclature, à chaque nouvelle législature, mais en fait c'est pire que ça. Je pense que c'est une tarte à la crème. Voilà, c'est une tarte à la crème. Évidemment, on enfonce des portes ouvertes quand on dit qu'il faut simplifier administrativement la vie des entrepreneurs. Mais bon, quand je vois la fiche de paye qui a été publiée, l'exemple de fiche de paye qui a été publié par Bruno Le Maire, où on peut constater, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique ou d'avoir fait maths sup pour comprendre que 48% de la valeur, plus de 48% de la valeur consacrée à l'emploi par les entrepreneurs pour payer les salariés finissent dans les caisses de l'État, et souvent on se demande un peu vraiment pourquoi. Olivier d'Artigol. C'est un serpent de mer. On nous parle assez régulièrement de cette simplification
qu'elle soit d'ordre administratif ou sur d'autres dimensions, il faudra bien évidemment passer aux travaux pratiques pour les chefs d'entreprise, mais pas uniquement, y compris pour les particuliers, dans les démarches du quotidien. Deuxième mot, mon cher Félix, automatisation. Gabriel Attal entend utiliser l'intelligence artificielle pour rendre les services publics plus efficaces. Le Premier ministre nous a présenté celle qui est censée à terme aider aussi bien Marina de la Conta que Laurent l'enseignant ou Didier le pompier. Et cette IA à la française donc. Elle s'appelle Albert. Choisissons l'IA, ne la subissons pas. Pour rendre accessible 3000 heures de cours à nos étudiants en situation de handicap, une IA convertira automatiquement le son des vidéos en sous-titres. Un catalogue de cours magistraux sera accessible dès la rentrée de septembre. Cette IA sera ensuite transposée à d'autres services publics dès la fin de l'année pour automatiser par exemple la retranscription d'audiences judiciaires, le dépôt de plaintes ou les comptes rendus médicaux. Tant et tant d'autres cas d'usage d'IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois, de la détection des incendies et feux de forêt par drone augmentés à la gestion RH des personnels de la fonction publique. Le Premier ministre Gabriel Attal depuis une maison France Service à Sceaux dans les Hauts-de-Seine. En bref, un troisième mineur a été mis en examen pour la mort de Philippe à Grande-Synthe. Le jeune homme de 15 ans qui avait été agressé le week-end dernier avant d'être à son tour placé en garde à vue, il est désormais mis en examen donc pour meurtre avec guet-apens. Et puis Kenji Girac tiré d'affaire selon son manager. La balle qui a blessé le chanteur a été tirée depuis la caravane où il se trouvait, estiment les enquêteurs qui devraient bientôt pouvoir l'entendre dès que son état le permettra. Et troisième mot, Félix Fillon. La Cour de cassation confirme la culpabilité de l'ancien Premier ministre. Et voilà qui pourrait bien retarder ses projets de reconversion comme boucher charcutier en Russie. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. La Cour de cassation confirme la culpabilité de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Mais la haute juridiction ordonne un nouveau procès pour les peines et pour les dommages-intérêts. Une nouvelle audience va se tenir dans les prochains mois à la Cour d'appel de Paris. Pour rappel, l'ancien Premier ministre avait écopé en appel de 4 ans de prison, dont un ferme, de 375 000 € d'amende et de 10 ans d'inéligibilité. Et on passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Félix, Le Figaro et LCI. Et ça bouge légèrement dans le trio de tête. Le RN premier recule d'1 demi-point à 31,5. Renaissance deuxième en gagne 1 à 17,5. Plus 1 demi-point aussi pour le PS troisième à 12,5. Ensuite, toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr où le rolling est actualisé tous les jours à 17h. Merci Félix Mathieu et restez avec nous dans quelques instants. Notre grand débat, la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 ont déposé ce matin une plainte contre Fabrice Leggeri, ex-directeur de Frontex et surtout aujourd'hui candidat dans la liste RN aux européennes. Alors parlons vrai, est-ce qu'il y a une volonté de criminaliser la lutte contre l'immigration clandestine? Est-ce qu'on n'est pas dans une dérive judiciaire de la politique en ce moment? Et ce n'est pas la seule. Est-ce une bonne affaire électorale pour le RN alors que les Français veulent un contrôle plus strict de l'immigration? Et à cette question, comprenez-vous la plainte pour complicité de crimes contre l'humanité contre Fabrice Leggeri? Vous dites non à 75%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on sera avec Yann Manzi, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Bonjour Yann Manzi. Vous êtes avec nous? Bon, on va retrouver Yann Manzi après, dans quelques instants, juste après la pub. David, Stéphanie Demuru. Et retour sur les vraies voix, émission spéciale aujourd'hui. Nous sommes ravis parce que nous sommes à l'Automobile Club de France, cet endroit magnifique pour la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech, dont Sud Radio est le partenaire. Philippe, comment ça va? Bon, ça va très bien, et vous? Très bien, en pleine forme. C'est un peu haut de plafond, on n'a pas nos repères, mais tout ça va bien. Ça fait un peu de résonance, c'est bien. Absolument, allez tout de suite le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Monsieur Leggeri, aujourd'hui, est poursuivi tout simplement parce qu'il est engagé en politique. Monsieur Leggeri, vous avez dû démissionner de Frontex parce qu'il y a une enquête à la fois pour mauvaise gestion, pour refoulement illégaux. Je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reprochent une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. Vous renvoyez des migrants mourir en mer Méditerranée vers des pays comme la Libye qui ne sont absolument pas des pays sûrs. Et il y a des ONG qui sont en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants à la mort. Alors 2 ONG portent plainte contre l'ex-patron de Frontex, vous l'aurez compris, il est désormais candidat numéro 3 sur la liste RN aux européennes. Fabrice Leggeri, plainte
pour crime contre l'humanité. Ça ne plaisante pas quand même, hein. Et complicité de torture, rien que ça. La Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 lui reprochent d'avoir en fait fait refouler des migrants en pleine mer et de les avoir livrés aux gardes-côtes libyens. Alors parlons vrai, est-ce qu'il y a une volonté de criminaliser la lutte contre l'immigration clandestine? Est-ce qu'on n'est pas dans une dérive judiciaire de la politique, et ce n'est pas la seule en ce moment? Est-ce une bonne affaire électorale pour le RN alors que les Français veulent plus de contrôle de l'immigration? Et à cette question, comprenez-vous la plainte pour complicité de crime contre l'humanité contre Fabrice Leggeri? Vous dites non à 76%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et nous sommes avec notre invité, on espère cette fois-ci, Yves Manzi, cofondateur délégué général de l'association Utopia 56. Bonjour Yann Manzi. Bonjour. Ah, on est content de vous entendre. Yann Manzi, donc c'est vous, hein, notamment avec votre organisation qui pointait, hein, qui portait plainte contre Fabrice Leggeri. Les charges sont très très lourdes. Oui, les charges sont très très lourdes et merci de me donner la parole de façon à pouvoir éclairer vos auditeurs. L'important, c'est les faits, c'est tout ce travail depuis des années de collecte d'informations sur la réalité de la gestion de Frontex. C'est un travail énorme, massif, de journalistes, d'associations, de militants de terrain qui ont pu récolter et mettre en lumière ces dysfonctionnements et le détournement de l'action de Frontex. Aujourd'hui, il y a une action en justice. Moi, je suis pas là pour commenter, bien sûr, la réalité de qui est coupable ou qui n'est pas coupable. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est important aujourd'hui de pouvoir essayer d'éclairer nos concitoyens au vu justement de la position de ce monsieur, de faire savoir quand même ce qui se passe et qu'est-ce qu'on lui reproche. Philippe Bilger. Est-ce que, au contraire, vous n'avez pas l'impression que vous dévoyez l'état de droit en appliquant sur un comportement qui peut être discutable sur le plan politique, sur le plan technique, les références juridiques qui, à l'évidence, sont aux antipodes de la pratique professionnelle qu'il a eue. Dès lors que cette conception de l'état de droit n'aura aucune chance de prospérer, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous menez un combat partisan qui n'a guère de sens? Alors, ce qui est important pour nous, c'est d'imaginer que quand même notre droit international, ce qui régit notre monde, est régi par des conventions internationales, des traités, des choses sur lesquelles on peut essayer justement de cohabiter ensemble. Aujourd'hui, le travail d'Utopia 56 et de la Ligue des droits de l'homme, c'est tout simplement de pouvoir imaginer qu'aujourd'hui, au travers des comportements de Monsieur Leggeri, ces droits fondamentaux, ces droits qui nous constituent, ces droits qui font ce que sont les valeurs de l'Europe et ce sur quoi nous avons construit notre société. Aujourd'hui, Monsieur Leggeri est quand même mis en avant sur la scène pour pouvoir imaginer qu'en fait, il a détourné l'objectif prioritaire de ce qu'était Frontex pour justement se passer et surtout se servir des outils de Frontex pour refouler des exilés, les renvoyer vers des dictateurs qui les torturent et bien sûr avoir mis en lumière la réalité de non-assistance à personne en danger en mer en ne déclenchant pas, au vu de toutes les informations que nous avons pu récupérer, les secours et plutôt laisser les gardes-côtes libyens se satisfaire et récupérer toutes ces populations exilées, alors qu'on sait très bien la Libye n'est pas un pays sûr, la Libye est quelque chose qui est documenté sur la fin des droits humains dans ce pays, et qu'aujourd'hui, Monsieur Leggeri a participé à tout ça, en fermant les yeux, en se retournant et en mettant au service de cette organisation quelque part criminelle, les outils de Frontex. Donc nous, on veut simplement documenter tout ça et éclairer nos concitoyens sur la réalité de qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, et bien sûr, après, la justice jugera au vu des éléments que nous apportons dans cette enquête. Olivier d'Artigol. Oui, nous verrons ce que peut donner la judiciarisation qui, on le constate, est concomitante à un temps politique, celui des élections européennes. Est-ce que la responsabilité n'est pas une responsabilité d'ordre politique par-delà l'ancien patron de Frontex? Moi, je suis totalement... je sais que ce que je vais dire est peut-être minoritaire, mais il est vrai que nous vivons régulièrement des drames, qui sont des drames humains,
qu'il y a une forme d'habitude, pour ne pas dire d'indifférence, au sort des migrants qui sont pourtant nos frères humains, pour reprendre une formule du pape, et que la manière dont tout cela se passe est ô combien détestable, horrible. Et moi je suis favorable à des voies sécurisées et légales de migration. Je ne crois absolument pas à l'Europe frontière, à l'Europe forteresse. Je pense que quelqu'un qui veut quitter son pays pour améliorer son sort, c'est vieux comme le début de l'humanité, le fera tout le temps, et qu'il faut donc avoir une maîtrise, bien évidemment, de notre politique migratoire. Ça, c'est une question de souveraineté, mais tout en allant vers, justement, des partenariats et des voies légales et sécurisées pour que des femmes et des personnes et des enfants ne meurent pas en mer. Sébastien Ménard. Alors évidemment, je ne peux que souscrire aux propos de mon camarade d'Artigol, parce qu'en fait, on peut évidemment pas s'habituer à la détresse, à la misère, à la mort. Et s'il y a des responsabilités derrière j'ai envie de dire la mise en avant de ce candidat frontiste que je ne citerai pas, c'est d'abord Fabrice Leggeri. Oui, mais on l'a eu à l'antenne ici, donc je me suis engueulé avec lui à l'antenne parce qu'il racontait quand même beaucoup de conneries. Voilà, et je vais y revenir. Donc c'est la responsabilité, elle est collective sur le sort des migrants. C'est pas la responsabilité d'un tel ou un tel. C'est la responsabilité des politiques européennes et des politiques européens. Voilà, premièrement. Après, pour répondre à la question, parce que vous avez posé une question, Monsieur Philippe David. C'est pas moi, c'est les vraies voix qui posent la question. Oui, vous êtes un morceau des vraies voix. Voilà, un peu. Combien important. Et pas que. Ah oui, parce que donc moi je vais répondre à la question. Oui, en l'espèce, on criminalise opportunément celles et ceux qui sont les porte-paroles, je dirais, d'une position politique qui gêne médiatiquement. Mais c'est un combat, le combat de notre intervenant est un combat, on va se le dire, c'est un combat partisan. C'est un combat partisan qui est politiquement inutile et qui en plus est médiatiquement contre-productif, puisqu'on va mettre en avant ce candidat que personne ne connaissait. Enfin moi honnêtement, avant de participer aux vraies voix et de le faire intervenir il y a quelques semaines, je ne savais pas qui était ce type-là, franchement. Donc la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il y a effectivement un mauvais traitement des populations migrantes. Voilà, que ça soit avec ce monsieur, avant ce monsieur, et j'ai la faiblesse de croire qu'après ce monsieur, c'est pas nécessairement mieux. Mais la réalité, c'est que ce mec a fait un mauvais boulot à Frontex. Parce que finalement, regardez, les frontières européennes n'ont jamais été des passoires finalement aussi perméables. Voilà, donc je dirais que à la fois ces populations sont mises en danger et à la fois je dirais les peuples européens vivent ce que d'aucuns qualifient de submersion migratoire, auquel je ne crois pas, mais enfin c'est un autre débat. Yann Manzi. Alors Yann Manzi. Pour être très clair, vous êtes toujours avec nous. Oui. Tout à fait, oui, je vous entends. Pour être très clair, bien sûr, alors ce n'est pas un politique, chacun dira ce qu'il voudra, chacun se défendra comme il voudra. Par contre, une personne aujourd'hui qui prend une position comme ça, au numéro 3 aux européennes avec monsieur sur la liste du Front National, et aujourd'hui, il est évident il est important quand même que nos concitoyens sachent quand même qui c'est qui est prêt à prendre les manettes de la machine demain ou prendre des responsabilités. Il est évident que l'information, elle va au grand public de ses principaux responsables. Oui, bien sûr, monsieur Leggeri n'est pas tout seul. Bien sûr que l'Europe aujourd'hui a à se questionner sur ce qu'elle fait au niveau politique et au niveau, bien sûr, de la gestion de ces populations en exil. Il est évident qu'à faire croire que l'Europe est envahie et que l'Europe est submergée à longueur de discours, à longueur de débat, on peut imaginer que derrière, on peut entretenir tous les discours de haine qui montent dans notre pays, dans notre Europe et dans notre monde. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, ce qu'on veut mettre sur la table, c'est des faits réels de milliers de morts. Mais est-ce que vous les avez justement ces faits? Est-ce que ces accusations, Monsieur Manzi, sont circonstanciées ou justement ce sont des accusations principalement politiques? Et est-ce que vous pourriez porter plainte contre les passeurs, par exemple? Alors, attendez, on va pas tout mélanger, on va parler de les passeurs, c'est quand même des gens qui sont des trafiquants de chair humaine. Qui sont complexes, au moins. Pour répondre aux questions que vous me posez, merci de me donner le temps de répondre. L'important, c'est bien sûr, tout ça, c'est documenté, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau.
et que bien sûr, porter plainte à ce niveau-là contre une personnalité comme ça, imaginez bien qu'on n'y va pas sans rien. Donc la justice doit passer. L'important pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, la gestion qui a été faite sous la gouvernance de ce monsieur est totalement inhumaine, que c'est certainement pas la route qu'il faut continuer à prendre, ou alors changer de ce qu'on prône, de ce qu'est l'Europe et de ce que sont nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur qui prend des positions politiques n'a ni plus ni moins démontré que d'être complice de milliers et de milliers de morts. Donc ça, c'est sur la table. La justice va juger. Et en attendant, nous, on va continuer à informer qui est cette personne. Et sur les passeurs, ils sont pas responsables de milliers de morts. Est-ce que vous pourriez les attaquer ? Alors, les passeurs, monsieur, il est évident que les passeurs, pour être très très clair, si nous avons connaissance de faits qui relèvent de la justice, nous faisons part à la justice des faits de passeurs. Et bien sûr qu'il faut travailler contre ces personnes-là. Nous ne sommes pas en mesure de porter plainte contre des passeurs, nous n'avons pas les moyens d'enquêter sur ces gens-là. Par contre, je vous laisse enquêter, vous journalistes, sur qui sont vraiment les réseaux de passeurs, à qui ça sert, qu'est-ce que ça finance. C'est un vrai sujet, mais je pense que c'est un vrai travail journalistique. Sébastien Ménard. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Olivier d'Artigol. À quel moment vous avez décidé de plomber l'ancien patron de Frontex ? Parce qu'en fait, la temporalité, moi, m'intéresse. À quel moment vous vous êtes... Est-ce que c'est une judiciarisation qui est bien antérieure à son positionnement comme sur la liste du Rassemblement National, ou c'est comme je le disais peut-être maladroitement tout à l'heure, une manœuvre opportune ? Non, c'est pas une manœuvre opportune. Oui, mais à quel moment ? Répondez-nous, à quel moment ? Je vais vous répondre, monsieur. Ce travail sur Frontex est fait depuis des années en collaboration avec des quantités de collaborateurs associatifs, de journalistes de terrain, et que bien sûr tous ces faits, à un moment donné, arrivent à un point où il est possible de déposer ces plaintes. Mais tout ça est le fruit d'un travail de longue haleine. Est-ce que vous l'auriez fait contre ce monsieur si ce monsieur n'avait pas décidé de faire de la politique ? Bien sûr, il est dans notre collimateur depuis des années, et comme le disait d'ailleurs monsieur Ledgeri, que vous avez dû recevoir il y a quelques jours, ça fait des années qu'il a maille à partir avec certaines associations, et bien sûr, nous documentons depuis des années le travail de Frontex, et aujourd'hui, je viens moi sur votre chaîne de radio pour informer justement le citoyen, de s'informer de qui et des moyens que nous avons et de ce que nous avons dans les mains pour se documenter sur la réalité de qui est ce monsieur, et après chacun jugera, et notamment la justice. Olivier Dartigol. Non, mais après, je pense qu'il faut se détendre sur le fait qu'il s'agit en effet d'une bataille politique idéologique et de projets qui sont divergents. Moi, je pense qu'il faut assumer pour les uns et les autres, mais c'est le cas pour l'ancien patron de Frontex, c'est aussi le cas pour des organisations qui aujourd'hui veulent engager face à lui une procédure judiciaire. Ça, c'est la première idée. Après, j'espère vraiment, mais j'ai un petit doute, que les toutes prochaines semaines pourront nous amener à instruire un beau débat sur justement l'Union européenne, les politiques migratoires, les partenariats avec les pays tiers. Et concernant les passeurs et le trafic humain, tout cela est très informé, et pour le coup, il y a eu des enquêtes journalistiques, il y a eu des témoignages sur les sommes payées à ces personnes qui profitent de ce business qui pèsent sur de pauvres misérables qui essayent d'arranger les conditions de leur vie. Et j'espère en effet que les concernant, il y aura aussi, je ne sais pas si c'est le cas actuellement, mais des actions en justice, parce que ce qu'ils font est totalement inadmissible. Philippe Bilger. Autant en effet je crois légitime des procédures qui pourraient être engagées contre des passeurs, autant je partage l'avis de mes amis chroniqueurs sur le caractère très partisan et très opportun de cette dénonciation et précisément l'instrumentalisation qu'on fait d'un état de droit en apposant sur une réalité
purement professionnelle, discutable en elle-même, une chape juridique qui n'a aucun sens. Et c'est pour ça que des voies légales sécurisées de migration permettraient justement d'en finir avec le trafic des passeurs. Le mot de la fin, très rapidement, parce qu'il nous reste 20 secondes. Yann Manzi. Non, mais il est évident que nous défendons des droits fondamentaux qui, pour nous, nous échappent. Et au travers de ce monsieur, il a coché toutes les cases de la fin du respect des droits humains dans cette France et dans cette Europe. Donc nous, on veut se battre pour mettre ça en lumière. C'est un combat. Hein. Nous pensons que la migration est une chance. Oui, c'est malhonnête de le dire. Nous pensons que la migration est une chance, que l'Europe a besoin de cette migration. Nous le voyons en Italie, nous le voyons dans tous les pays. Tout le monde a besoin, bien sûr, d'une immigration, et ça existe depuis la nuit des temps. Et nous, ce qu'on demande aussi, c'est des routes sûres, parce que sans routes sûres, les passeurs disparaissent. Donc à qui sert le crime? Moi, je pose la question depuis des années. C'est quoi ces passeurs? Ces passeurs, c'est sûr et certain, si on a des routes sûres, il n'y a plus de passeurs. Merci en tout cas Monsieur Manzi d'avoir été avec nous et dans quelques instants tout de suite les auditeurs et puis le quiz de l'actu. Oui, le qui c'est qui l'a dit, on se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Et c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit avec le retour des vraies voix, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Olivier d'Artigol qui sont dans les starting blocks. Puisque, il faut dire, le qui c'est qui l'a dit, c'est un peu un des moments clés de l'émission. Ils sont tellement dans les starting blocks que Sébastien Ménard revenait, ça a recommencé. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Sébastien Ménard, donc le quiz de l'info. Et je commence avec... Et vous commencez, c'est une question à 3 points. Ça ne plaisante pas. Alors... Du wok, vous êtes prêts? C'est bon, Sébastien, ça va? Je suis là rien que pour vous. Vous êtes revenu du wokisme à l'islamisme en passant par l'antisionisme, qui est souvent un antisémitisme déguisé. Cette gauche radicale n'en finit pas de dériver. Allez-y. Retailleau. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. On l'a pas vu arriver celle-ci. Ça, mais il est très fort. Philippe Bilger sur Retailleau, mais là. Pour tout vous dire, j'attendais l'auditeur, mais non, on est direct. Voilà. On n'a pas. Non, vous pouvez vous faire plaisir. Ah, il y a pas d'auditeur. Eh ben non. Ils sont polis. Donc, vous avez vu comment je... Bah non, mais attention. Vous avez vu ce respect des règles. Non, d'Artigol, vous lui retirez ses 3 points. On le savait pas. J'ai vu Il y en avait aucun qui avait Retailleau en face. Allez, on connaît que ça, nous. Qui c'est qui l'a dit à 1 point. Le Conseil constitutionnel est le rempart de l'état de droit. Fabius. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Laurent Fabius. Oui, Laurent Fabius. Ah ben là, il n'y a pas d'auditeur, ça tire. J'ai enfin compris. Allez-y, tirez-vous dans les pattes. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Allez-y. On va d'abord répondre et d'Artigol répondra après. On va remplacer les auditeurs, nous, aujourd'hui. Pas de d'artigolophobie. Question 1 point. Qui c'est qui l'a dit? L'état de droit, c'est avoir un conseil constitutionnel qui respecte l'impartialité et la neutralité sans lesquelles il n'y a plus... Bonne réponse de Philippe Bilger, Marine Le Pen, 1 point. Pardon, ma chère. Une petite remontada. Question de 2 points. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Ce qu'a dit LFI sur le 7 octobre, c'est une faute politique grave, mais même les propos qu'on déteste, la démocratie doit les intégrer dans le débat. C'est tellement juste. Emmanuel Macron était un peu cette idée. C'est pas Emmanuel Macron. C'est Attal? Non. Ah non, c'est pas dans la majorité. Pas la majorité. Allez, je vous aide. C'est un tête de liste aux européennes. Glucksmann. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique. Ah ben moi je l'ai monté hier. 6, 1 et 0 pour Sébastien Ménard. Allez, attention, question à 3 points, messieurs. Gabriel Attal veut devenir monsieur autorité, mais il est surtout monsieur lâcheté. Julien Audoul. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Vous avez écouté Sud Radio ce matin? Oui, c'était ce matin au micro de notre ami Benjamin Glaise. Qui l'a dit à 1 point sur la convocation de Mathilde Panot? C'est la liberté d'opinion qui est attaquée. Mélenchon. Non. Fabien Roussel. Comment Mais c'est le même bord que Mélenchon. Bompard? Non. Catens? Non. Panot? Non. Ruffin? Non. Vous avez tous fait. Faites le groupe parlementaire, là, allez-y, défilez-le. On va pas leur faire de la pub, quand même. Corbière? Non.
Non. Le passionné de voile. Groupe parlementaire. Si vous avez retenu ce que je vous ai dit. C'était Éric Coquerel. Ah oui, exact. Coquerel. On l'oublie à chaque fois. Ben oui. Alors, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Attention, la notion de communauté est une réalité sur le terrain et je dis que si on ne prend pas garde, eh bien, on va passer de quartiers communautaires à des quartiers ethniques qui imposent leurs lois de par la culture d'origine qui est la leur. Toraval. Bonne réponse, Marie-Hélène Toraval. La maire de Romans-sur-Isère. Les amis, impressionnant. Difficile. Ça a été difficile pour vous. Pour Olivier d'Artigol. C'est le record de l'émission d'ailleurs, je Vous crois. savez quoi? Non, mais moi je ne viendrai plus le mercredi, je vous le dis, je reste. Et c'est d'ailleurs le record de l'émission, c'est ce qu'on me dit dans le casque. C'est pas loin du record. J'entends pas les mêmes voix. Je crois qu'il y a une fois 14. Non, j'ai oublié. C'est vraiment Bravo messieurs, dans 10 minutes le tour de table de l'actu avec vous Philippe, Sébastien et Olivier et on marque une petite page de pub. Merci Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Et retour sur les vraies voix, 7e édition du Grand Prix ACF Autotech. On a le plaisir d'être à l'Automobile Club de France, puisque Sud Radio est partenaire de ce Grand Prix en compagnie de nos vraies voix, Philippe Gilbert. Absolument, nos vraies voix, comme d'habitude, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Olivier d'Artigol. Et tout de suite, on va, pas de coup de gueule, pas de vous avez la parole, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous Gilles Leborgne, membre du jury du Grand Prix ACF Autotech et directeur technique de Renault Group. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ces vraies voix spéciales. Alors tout d'abord, ce genre de concours, ça apporte quoi à un grand groupe, un groupe mondialisé comme Renault? Écoutez, ça nous apporte une capacité d'innovation importante. Chez Renault, on a toute une approche autour des startups. On évalue, on est contacté ou on contacte environ 1000 startups par an. On en sélectionne 200. On fait ce qu'on appelle en bon français des POC, donc des proof of concept sur à peu près une centaine d'entre elles. On en retient 20 et il y en a 10 qui finissent sur nos voitures. Voilà en gros les ordres de grandeur et ça on le fait en Israël, en Chine, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et les Grands Prix ACF est clairement un élément important de ce contexte parce que on évalue pratiquement, il y a eu plus de 90 candidats, je crois. Et donc, vous voyez qu'on fait notre marché, exactement. Alors, vous avez trouvé dans les courses des petites trouvailles sympathiques cette année? Oui, on a, en fait, le niveau est très bon. Ce prix, c'est la 7e, je crois. Renault est dedans depuis 6 ans. À titre personnel, je suis jury depuis 5 ans. Et oui, on a alors je vais pas vous donner mes favoris puisque le jury va délibérer tout à l'heure. Ça serait unfair, ça serait pas vraiment sympa. Donc, mais oui, il y a des très bons candidats. Vous avez en tête des innovations incroyables que vous avez trouvées ici les années précédentes? Alors, on a trouvé des innovations dans le domaine de la cybersécurité. Alors, c'est un peu technique et je m'en excuse, mais on a trouvé des innovations dans le domaine de la cybersécurité, de la mesure également de la santé des batteries. Donc, c'est des choses très techniques. C'est pas très grand public, mais c'est vraiment efficace. Philippe Bilger. Pardon de vous poser une question totalement profane. Est-ce que la voiture électrique, pourquoi c'est si bien ? Alors, en fait, quand vous faites ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, vous regardez depuis la production des matériaux, la fabrication des voitures, leur usage, leur recyclage, etc. Et vous regardez le bilan par rapport à toutes les solutions énergétiques, que ce soit un moteur à combustion interne, un hybride, un plug-in hybride, une voiture électrique, en fait, la voiture électrique, c'est la solution la plus intéressante en termes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2. Ça veut pas dire que c'est facile, mais là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est vraiment... Et dans un grand facteur, vous prenez une voiture thermique normale, elle est autour de 50 tonnes durant toute sa vie, et là, on est autour de 12 à 15 tonnes en véhicule électrique, à condition, évidemment, d'avoir une énergie décarbonée pour son usage. Sébastien Ménard. Alors moi, je vais être un petit peu plus trivial, mais avant de penser au devenir de ce que va être ma bagnole une fois que j'en aurai pu l'utilisation, je pense d'abord à l'utiliser. Et force est de constater que quand on est un grand voyageur comme moi ou comme Monsieur d'Artigol, enfin quoique vous prenez
probablement plus les transports en commun que moi, mais en tout cas, moi, j'essaye d'aller voir mon réseau de milliers de distributeurs à travers la France, et le réseau ferroviaire étant ainsi fait, je suis obligé de prendre une voiture. Surtout quand ils sont en grève. Voilà. Ah oui, là, raison de plus. J'en ai suffisamment parlé ici, je ne vais pas y revenir. Donc, je suis un utilisateur, un automobiliste bête et discipliné qui est passé, moi aussi, à l'électrique. J'en suis revenu. Ah oui ? Et je suis passé à l'hybride. Pourquoi je suis passé à l'hybride ? Parce que les temps de charge sur les réseaux routiers, autoroutiers français sont à rallonge. C'est beaucoup plus facile de faire le plein que de recharger sa bagnole. Ça 2, s'améliore. c'est pas pour balancer ce que on a pu dire hors antenne, mais dès le moment où vous passez les Pyrénées, où vous passez les Alpes, c'est extrêmement compliqué de pouvoir recharger sa voiture. Et donc, la question aujourd'hui n'est pas tant celle, même si nous restons de grands protecteurs de l'environnement devant l'éternel, on est d'abord des utilisateurs, des usagers comme les autres. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi le futur de la bagnole, c'est pas tout simplement des voitures hybrides, voilà, qu'on utilise plus en mode électrique qu'en mode thermique. J'aurais pu dire pratiquement tout ce que vous avez dit pour notamment les longues distances. C'est-à-dire que clairement, la voiture électrique, je pense qu'il n'y a pas de débat, elle a complètement gagné la bataille pour les petites voitures. D'abord parce que c'est des usages extrêmement urbains, toute la partie pollution est concentrée, etc. Et que ce sont des objets relativement raisonnables, pas trop lourds en masse, pas trop cher. Alors on y travaille tous les jours, on y reviendra peut-être, pour baisser leur prix. C'est vrai que la question se pose pour des voitures à plus grande autonomie, parce que là il faut embarquer beaucoup plus d'énergie. Vous avez des voitures entre 80 et 100 kWh de batterie. Et là la question se pose parce qu'il faut un réseau de recharge, il faut que les bornes soient libres quand vous arrivez. Donc c'est une question en effet, mais sachez qu'on y travaille d'arrache-pied, de façon à avoir à la fois la voiture polyvalente et également la voiture économique. L'équation n'est pas évidente, mais on y travaille tous les jours. Aujourd'hui, une petite confession, la première fois que j'ai pris Mégane pour aller en Bretagne, ça se sait dans la profession, j'ai mis 7 heures au lieu de 5 heures, j'ai dû m'arrêter pour charger dans un coin pas très sympathique, et je peux vous dire que mon épouse était pas très heureuse non plus. Donc vous voyez, je partage votre... mais c'est quand même la meilleure solution. Olivier D'Artigol. Sébastien Ménard a fait une référence à ma mobilité. Sachez, cher Sébastien, que j'ai une Mégane qui a plus de 15 ans, 350 000 km, mais je l'utilise au final peu sur les dernières périodes parce que je suis inattentif quand je conduis, donc je préfère protéger mes concitoyens. Une chose, quel est aujourd'hui, à l'échelle internationale, selon vous, le pays qui mobilise le plus sa puissance publique et l'ensemble des partenaires pour gagner ce défi, cette course contre la montre concernant la voiture électrique? Mais là, vous posez une question, mais vous connaissez la réponse. C'est la Chine, c'est évident. La Chine, on a l'habitude de dire chez Renault, et Luca De Meo le dit souvent, la Chine dirige son industrie, les États-Unis aident leur industrie et l'Europe la régule. Et tout est dit. C'est-à-dire que, j'étais en Chine la semaine dernière. Il y a une dynamique. Alors c'est véhicule électrique et véhicule plug-in hybride. Il y a une dynamique extrêmement forte avec une part de marché qui explose. Alors faut le dire, les Chinois n'ont pas réussi non plus à gagner la bataille du moteur à injection directe moderne, et donc ont quelque part pris le pari d'aller vers l'électrique. Ils sont en train de le faire. Ensuite, c'est l'Europe très clairement qui pousse, et vraiment en dernier les États-Unis. Une dernière question, bonne nouvelle pour Renault. Le Scénic E-Tech vient d'être sacré voiture de l'année 2024, et on parle relocalisation notamment. Le Scénic qui est fabriqué à Douai avec la Renault 5 électrique, modèle mythique. Le Made in France, ça revient à la mode chez Renault? C'est un pari qu'on a fait dans le plan stratégique qui s'appelle Renaulution. On veut faire les voitures électriques en France. Avec une seule raison, c'est qu'on a une des électricités les moins décarbonées. Et donc les voitures les moins carbonées, les plus décarbonées. Lapsus, mais vous m'avez corrigé. Donc clairement, France et voitures électriques, ça va complètement ensemble.
Et d'autant que c'est pas la fabrication, là vous me dites si je me trompe, hein, dans la voiture électrique, c'est pas la fabrication qui coûte le plus cher, c'est plutôt... Alors la fabrication coûte un peu plus cher qu'une voiture thermique, parce que vous avez la batterie, vous avez donc, mais c'est vraiment l'usage. Et il faut recharger votre voiture, évidemment, avec de l'électricité décarbonée. L'épée de Damoclès de 2035, c'est encore jouable ou pas ? Écoutez, il y a débat. Nous, vous savez, on est technologie agnostique, si j'ose dire. Donc on nous fait juste des règles et il faut que, avec nos ingénieurs, on les relève. Et il est clair qu'il faut une augmentation très forte du marché électrique pour tenir 100% en 2035. C'est environ 20% par an. Et donc les années 24-25 vont être clés. En tous les cas, nous on lance des voitures et comme vous avez eu la gentillesse de le dire, on lance des superbes voitures puisqu'on vient d'avoir le Car of the Year, la meilleure voiture de l'année très récemment à Genève et on en est très fiers. Merci beaucoup. Merci Gilles Le Borgne. Je rappelle que vous êtes membre du jury du Grand Prix ACF qui va se réunir dans quelques minutes. ACF Autotech et directeur technique de Renault Group. Et restez avec nous dans quelques instants. C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour dans les vraies voix, nous sommes ravis de vous accueillir et une émission un petit peu spéciale ce soir puisque nous sommes en direct de l'Automobile Club de France, un magnifique endroit, hein, place de la Concorde à Paris pour la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech dont Sud Radio est partenaire, Philippe. Oui, on est partenaire du Grand Prix ACF Autotech. On aura d'ailleurs tous les lauréats demain soir entre 19h et 20h sur Sud Radio dans les vraies voix qui font rouler la France. Et tout de suite, c'est le tour de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et on commence par vous, Philippe Bilger. Le président de la République est attendu aujourd'hui à Plaisir dans les Yvelines pour la rencontre du Variété Club de France. Oui, alors je ne sais pas s'il aura le temps, évidemment, de faire ce match de foot pour les pièces jaunes, mais en forçant un peu le trait, j'en ai conscience, je suis frappé de voir à quel point ce président adore les dérives, les divertissements périphériques. C'est-à-dire que, au fond, je pense que faire président, avec tout ce que ça implique de solennité, de sérieux, d'austérité, doit jurer avec son tempérament profond. Et au fond, il fait tout pour ne pas être un président classique et pour fuir peut-être le réel qui est très préoccupant pour lui. Alors je ne surestime pas cette réflexion. Bon, ils l'ont tous fait, non, la petite séquence de foot Ah non, il n'y a que Giscard qui l'avait faite avant. Hollande qui l'avait fait, non ? Ah oui, Hollande avait joué, mais il n'était pas président. Oui. Il n'était pas encore président. Et puis là, on a loupé ce grand moment de sportivité. J'en ai tiré un exemple. Il adore se déguiser. D'ailleurs, il va se déguiser en joueur de foot. Mais bon, entendons-nous. Hein, je ne fais pas une approche géopolitique de mon point de vue d'actualité. Lors de son dernier match, Sébastien Ménard, il avait marqué sur penalty. Mais je dois avouer que le gardien de but n'était pas très inspiré en face. Hein, là. Moi, je suis beaucoup moins choqué que vous, Philippe Bilger. Moi, je pense qu'on a un président, rappelons-le, hein, qui a été élu à 39 ans. Donc, il doit être aussi évidemment faire preuve de sérieux, de solennité. Il y a pas de débat là-dessus. Mais il doit aussi vivre avec son temps. Alors autant il y a des séquences qu'on a pu parfois trouver un peu iconoclastes, mais là pour le coup c'est une bonne cause. Moi je l'ai croisé au Zénith, pas cette année mais l'année passée au Gala des pièces jaunes. Il chantait pas, rassurez-moi. Non, absolument pas. Non, c'était Pharrell Williams sur scène. Ah oui, ça c'est pas pareil. Et en tout cas ça a été apprécié par les personnels soignants, ça a été apprécié par les enfants, ça a été apprécié par les familles et ça a été évidemment apprécié par les partenaires et c'était ça le plus important. Olivier d'Artigol. L'ami Jacques Vendroux dit le plus grand bien des capacités footballistiques de notre jeune président aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose qui relève de son âge, de son dynamisme. Mais il y a quand même quelque chose dans notre République qui reste très monarchique. Ça me fait penser au roi qui allait jouer au jeu de pommes et dont l'ensemble des courtisans disaient « Oh là là, quel jeu, quelle habileté !»
Je ne sais pas si un ancien président qui allait jouer au golf à Saint-Cloud, dont un des principaux conseillers, Jacques Attali, disait toujours beaucoup, Monsieur le Président. Exactement. Et donc, nous verrons le match de ce soir et sera-t-il confronté à des séquences de jeu un peu plus difficiles pour lui que lors du premier match? Nous verrons bien. Bon, en tout cas, on attend, nous, le plongeon dans la scène. Oui, ça va être quand même un peu de spectacle. Hein. Mais il arrivera en parachute. Non, Et le terme variété lui convient tout à fait. Oui. Bon, on sent un petit tacle. Mais il lui en veut, pour rester dans la... Non, mais à quelqu'un de brillant, on a le droit d'exiger le meilleur. Oui. Bon, écoutez, je pense pas que ça soit une mauvaise chose qu'un président joue au foot, ma foi. Si, il dirige bien son pays, mais enfin, ça c'est une autre affaire. Peut-être d'autres choses plus prioritaires. Sébastien Ménard, Rima Hassan et Mathilde Panot, pour vous, c'est le même combat. Oui, même combat, parce qu'en fait, donc après Rima Hassan, c'est Mathilde Panot, hein, qui est pas n'importe qui à l'Assemblée nationale, qui est à la tête du groupe. La France Insoumise, qui est visée par une plainte pour apologie du terrorisme. Alors rappelons-le pour nos auditeurs, cette plainte est consécutive aux propos nauséeux, abjects, tenus par la France Insoumise après le 7 octobre, c'est-à-dire après les massacres perpétrés par des terroristes du Hamas qui ont été à l'époque qualifiés de résistants, de branches armées résistantes, etc. Donc moi, mon coup de gueule, c'est que finalement, près de 6 mois après, on n'a toujours pas, parce qu'en fait, moi je pense que Mathilde Panot aurait dû s'excuser, dire que effectivement, au gré de tout ce qu'on a pu apprendre depuis, évidemment, tout ça ne vient pas minimiser les exactions armées de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, évidemment pas, on l'a déjà dit sur cette antenne, mais à un moment donné, c'est-à-dire s'enfermer dans des postures aussi abjectes, intellectuellement parlant, et je dirais politiquement, à revers de ce dont la France et la jeunesse de France a besoin, je ne comprends pas, je n'adhère pas, et je condamne tout cela. Voilà. Alors je suis en désaccord, mais c'est le débat. Je suis bien sûr en opposition frontale avec les déclarations de la France Insoumise depuis le pogrom du 7 octobre. Pour autant, si nous prenons le communiqué du groupe parlementaire France Insoumise du 7 octobre, la phrase incriminée qui vaut aujourd'hui judiciarisation, c'est donc une offensive armée des forces palestiniennes, très précisément. On voit là les effets de la loi de 2014 concernant la création de ce délit d'apologie du terrorisme. Et il me semble que tout cela relève à ce stade d'expression publique, alors que j'ai un désaccord frontal, justement, du débat politique, du débat parlementaire, qui peut être tranché le 9 juin sur le dossier européen, lors de la prochaine présidentielle ou lors des élections législatives. Si nous allons sur une judiciarisation permanente de notre vie démocratique, si on attaque à ce point le droit de réunion ou le droit d'expression, je pense qu'on bascule dans quelque chose de dangereux. Cela ne nous empêche en rien d'être en désaccord total avec les positions des Insoumis. Philippe Bilger. Je rejoins en largement ce que vient de dire Olivier d'Artigol. Je ferai une distinction entre Mathilde Panot et Rima Hassan, à l'égard de laquelle je serais peut-être un peu plus sévère, mais au fond, la réprobation morale, la détestation intellectuelle de propos odieux ne signifie pas que la qualification pénale qu'on souhaite soit caractérisée. En ce qui me concerne, mais le droit de la presse est très équivoque. Je ne crois pas. Sauf qu'on n'est plus dans le droit de la presse, là. C'est plus la loi 1881. Ouais. Mais disons le. Mais on a, permettez-moi, j'entends, on pourrait disserter des heures là-dessus, mais on n'a ni 3 heures ni 4 heures. Mais à un moment donné, moi je ne disserte pas sur l'abject.
voyez, c'est que on a du bol, on a cette fameuse loi de 2014 qui effectivement empêche, circonscrit toutes ces dérives nauséeuses qui desservent le débat et qui viennent polluer la jeunesse de France. Olivier d'Artigol, dans quelques instants, votre coup de gueule ou coup de cœur, je ne sais pas, on va parler de quoi? On va faire un point sur le débat, sur le début du débat parlementaire concernant l'aide active à mourir. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. De retour dans les vraies voix, émission spéciale ce soir en direct de l'Automobile Club de France pour la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech, pas Eurotech, dont Sud Radio est partenaire, et on est avec nos vraies voix évidemment. On poursuit ce tour de table avec vous, Olivier d'Artigol. Oui, je reviens sur une actualité que nous avons traitée il y a quelques semaines et assez régulièrement avec les vraies voix, à savoir ce projet de loi sur l'aide active à mourir. C'est une étape importante aujourd'hui qui débute à l'Assemblée nationale puisqu'une commission spéciale vient d'être installée. Nous savons que sur les textes importants, ces commissions spéciales préparent le travail parlementaire pour une arrivée dans l'hémicycle qui est à l'agenda parlementaire le 27 mai, pour que la loi soit bien construite, bien élaborée. Moi, je juge très positivement le climat au sein de cette commission parlementaire. Les avis, les appréciations sur quelque chose, une question aussi lourde, qui relève d'un choix de société, presque d'un choix anthropologique, chacun peut s'exprimer et ça change un peu de l'image qu'on peut avoir de l'hémicycle et de cette mandature qui ne donne pas très fière allure, très régulièrement. Alors je vous donne les sujets qui commencent à s'aiguiser. D'abord une bataille sémantique, mais qui est intéressante. Beaucoup disent aujourd'hui que cette aide active à mourir, la formule, ne disait pas la réalité. Certains préféreraient qu'on parle de suicide assisté et d'euthanasie. Là, le débat est ouvert. Second débat concernant le pronostic vital engagé à moyen terme. Il va falloir véritablement que cette notion soit précisée. Les parlementaires... ce qui est très compliqué, hein. Oui, notamment pour les médecins. Ce qui est très compliqué, mais il va falloir là pousser la réflexion qui n'est pas aboutie en l'état présent du texte. Puis, concernant la formulation de la demande de cette aide active à mourir, il faut bien évidemment que la personne soit en pleine conscience. Et la question est de savoir, au moment où elle fait cette demande, si elle n'est pas en mesure de la réitérer au moment ultime, alors le législateur dit le processus s'arrête. Là encore, il y a un débat parlementaire pour dire que est-ce que des directives anticipées, par exemple, où une personne de confiance ne pourrait pas verbaliser de nouveau. Ce sont bien sûr des questions vertigineuses auxquelles nous n'avons pas ici et maintenant les réponses et les conclusions. C'est le travail parlementaire. Puis après, il y aura est-ce que le vote solennel aura lieu avant les élections européennes? Certains le souhaitent. Moi, je ne suis pas pour qu'on politise autant ce sujet-là, justement, qu'on le préserve, qu'on l'isole du tumulte politique et que notre société puisse cheminer tranquillement comme on a pu le faire sur la loi Claes-Leonetti, vous en rappelez. Oui. Et je souhaite donc que le climat actuel perdure. Philippe Bilger. Est-ce que, Olivier, justement, ces éléments que vous décrivez si justement comme équivoques, qui font encore l'objet d'une discussion, le fait qu'il s'agit d'un débat intime, profond, personnel, ne démontre pas, rétrospectivement, que ce projet de loi est inutile? Nous avions eu peu ou prou, cher Philippe, la même discussion en amont de la loi Claes-Leonetti. Or, l'ensemble des acteurs montrent que cette loi a été un point d'atterrissage qui a quasiment fait l'unanimité. Le seul problème, c'est que notre pays, depuis la loi Claes-Leonetti, n'a pas développé comme il aurait dû le faire les unités de soins palliatifs et une mise en œuvre réelle
de cet acte législatif. Je crois encore, cher Philippe, que par rapport à un certain nombre de problématiques autour de tout ça, l'acte législatif sera quelque chose d'appréciable. Mais je comprends la réserve que vous formulez. Sébastien Ménard. Complètement aligné sur le propos d'Olivier d'Artigol. Rares sont les sujets de société dont on peut débattre au Parlement dans des conditions, je dirais, d'éthique intellectuelle et de concorde politique appréciable. Voilà, donc c'est un sujet, mais c'est un sujet qui est concomitant, je dirais, au ressenti qu'on a, parce qu'on est finalement tous égaux face à la mort. On ne sait pas qu'on soit puissant ou misérable, on ne sait pas à quel moment elle va nous frapper et de quelle manière elle va nous frapper et avec quelle intensité nous allons être frappés. Voilà, donc c'était mes quelques secondes philosophiques, chers camarades d'Artigol, mais voilà, mais en tout cas je suis complètement raccord avec votre propos. Le sujet est vertigineux, mais la manière dont il est adressé est très agréable. Si je puis me permettre. Alors on va retourner sur terre, même sur la route, puisque dans quelques instants nous allons parler montée en gamme des véhicules qui se heurtent évidemment à l'électrification avec des prix souvent trop chers. C'est le reproche qui est fait. Alors pour rendre le véhicule électrique accessible, un virage vers des modèles plus abordables, inspirés par le succès des voitures populaires s'impose, et on va en parler dans quelques instants, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous la voiture électrique est abordable financièrement? Vous avez renoncé à vous en procurer une. Est-ce que vous espérez une baisse massif des prix avec la hausse de la production? C'est ce qui s'appelle les économies d'échelle. Est-ce que la bonne solution, c'est la location plutôt que l'achat? Et à cette question, peut-on faire de la voiture électrique une voiture populaire? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité sera Stéphane Priamy, DG du Crédit Agricole Consumer Finance. Bonjour Stéphane Priamy. Alors en quelques mots, puisqu'on va marquer une petite page de pub avant de vous interviewer, cette question que vient de poser Philippe, est-ce qu'on peut faire de la voiture électrique une voiture populaire? Est-ce que ça vous semble être une question vertigineuse également? Non, c'est très pragmatique. L'année dernière, nous avons financé 1 million de véhicules en Europe, dont 40% étaient totalement électrique, donc c'est que c'est faisable. Je vous rappelle qu'on a financé beaucoup de véhicules à moins de 100 € l'année dernière. Donc il faut de l'information, il faut de la communication, mais oui, c'est faisable. On en parle dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Allez, retour sur le plateau des Vraies Voix en direct de l'Automobile Club de France à l'occasion de la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech dont Sud Radio est partenaire, toujours avec nos Vraies Voix, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Olivier d'Artigol. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et on vous pose cette question, peut-on faire de la voiture électrique une voiture populaire? Alors est-ce que pour vous la voiture électrique est abordable financièrement? Est-ce que vous en êtes procuré une ou est-ce que vous avez renoncé pour des raisons financières? Est-ce que vous espérez une baisse massive des prix avec la hausse de la production? Est-ce que pour vous la bonne solution ce serait la location longue durée ou l'achat? Venez réagir au 0826 300 300 et à cette question, peut-on faire de la voiture électrique une voiture populaire? Eh bien, vous dites non à 95%. Avec nous, Stéphane Priamy, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table, tiens, des vraies voix. Qui est passé à l'électrique ici? Philippe Bilger. Moi pas. Et mon cher Philippe, dans ces domaines... Philippe, c'est le vélo. Je ne suis pas le plus outillé pour vous répondre techniquement. Enfin, vous savez quand même la voiture que vous avez. Oui. Alors, je la la marque, le modèle... Oui. Elle n'est pas électrique. Elle roule. Voilà. Sébastien Ménard. J'ai fait le tout électrique, j'ai fait le pas et j'ai fait le chemin inverse et j'ai pris, comme je le disais à notre précédent invité, un hybride. Un hybride rechargeable. D'accord, hybride rechargeable. Voilà. Parce que la problématique du tout électrique fonctionne, donc sur les petits trajets, ça fonctionne très très bien, mais au-delà, et notamment quand on vit en province, c'est malheureusement pas encore adapté. Je regarde l'état de ma voiture actuelle, il va falloir donc que je bascule assez rapidement. Vous êtes resté à la diligence. Mais je compte quitter cet événementiel avec quelques cartes de visite en poche
Il cherche à être sponsorisé. Hein. Non, j'ai pas dit ça. Stéphane Priami va pouvoir vous aider. Il a son cheval garé devant le. Il a son cheval garé, oui. Mais je suis monté dans une voiture électrique, c'est un bonheur absolu. Ah oui, c'est très silencieux. D'ailleurs, il faut se méfier parce qu'on les voit pas arriver, on les entend pas parfois quand on traverse la route. Stéphane Priami, quand vous entendez nos invités, vous dites on a un petit peu des trains de retard là quand même ici. Non, c'est un phénomène qui va avancer tranquillement. Il faut communiquer. De toute façon, les capacités de production n'étaient pas suffisantes pour alimenter massivement la consommation de véhicules. Donc il faut qu'il y ait une transition des véhicules traditionnels qui continuent à se commercialiser, des véhicules hybrides, des véhicules tout électriques. Après, le mouvement commence à être très puissant puisque par exemple la voiture la plus vendue l'année dernière, je ne citerai pas la marque, mais c'est une voiture full électrique, c'est une Tesla Model Y. Voilà, c'est la voiture la plus vendue dans le monde et on a aujourd'hui partout, pas simplement chez Tesla, mais chez tous les Européens, tous les constructeurs européens, mais aussi chez bien sûr les constructeurs asiatiques, un déferlement de voitures électriques, tout électriques, avec des capacités beaucoup plus larges que celles qui existaient auparavant. Et puis je rajouterais que dans le prix de vente, il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, aujourd'hui, il n'y avait pas de marché de l'occasion. Il faut savoir qu'en France, c'est un marché beaucoup d'occasion. Il se vend 4 ou 5 voitures d'occasion pour un véhicule neuf. Il n'y a pas assez de véhicules d'occasion électrique pour l'instant. Donc quand il y en aura, ça permettra aussi à tout le monde de pouvoir s'en procurer. Et puis l'économie est quand même très réelle sur la consommation d'essence, surtout au prix de l'essence aujourd'hui. Mais est-ce que ça vaut encore quelque chose, un véhicule électrique d'occasion? Quelle est finalement la valeur résiduelle quand on utilise? C'est comme un téléphone finalement. Est-ce qu'on a envie d'aller prendre une voiture électrique d'occasion? Est-ce que ça fonctionne? Oui, après il faut que la batterie soit suffisamment large pour vous permettre de faire vos déplacements. Mais aujourd'hui, si vous regardez sur les cotes de véhicules d'occasion, des véhicules électriques d'il y a 3 ou 4 ans se vendent toujours très très bien. Et pour les gens qui en auront vraiment besoin, je vous rappelle que les ZFE, les zones à faible émission, c'est pour dans quelques années dans la plupart des grandes villes françaises. Si vous avez besoin d'un véhicule électrique, vous prendrez, y compris un véhicule électrique avec 200 ou 300 km d'autonomie parce que il faudra avoir un véhicule électrique ou prendre un autre moyen de transport. Alors est-ce que moi je sens deux freins aujourd'hui pour passer à la vitesse supérieure? Le premier, c'est bien évidemment dans un contexte de crise de pouvoir d'achat, de reste à vivre parfois et de difficultés. C'est un engagement, c'est un investissement. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation sur la baisse du prix de vente pour du neuf? Quelles sont les trajectoires qui sont annoncées? Et est-ce que donc ce véhicule qui apparaît aujourd'hui très cher encore, est-ce que la baisse va être réelle et conséquente? Et concernant les aides, c'est-à-dire pour accéder à ce produit, est-ce que là aussi il y a des choses dans les tuyaux qui sont réfléchies, discutées? Ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose aussi, c'est les bornes. C'est-à-dire il y a dans l'imaginaire populaire, pour le coup, sur les 95% des gens qui en doutent, ils se disent mais est-ce qu'on ne va pas être confronté à une difficulté, je parle très prosaïquement, pour tout simplement recharger et pouvoir quand même utiliser sur de longs parcours cette voiture, alors que je pense que notre pays est en train de progresser en la matière. On a d'ailleurs un commentaire: comment recharger dans les immeubles, parce que tous les immeubles n'ont pas encore de borne de recharge. Alors ça, c'est une problématique d'investissement public, mais moi qui ou privé dans les immeubles, ou privé et de législation. Mais là, moi qui voyage beaucoup en Europe, je peux vous dire que la France est relativement en avance par rapport à d'autres pays. À part les pays scandinaves, je pense qu'on est plutôt très bien avancé. Ensuite, les véhicules électriques, lorsqu'on a une maison individuelle, il n'y a aucun problème. Donc c'est quand même aussi une majorité de Français, notamment, vous le disiez tout à l'heure, dans les zones rurales. Et puis ensuite, l'État, mais aussi l'ensemble des acteurs investissent beaucoup dans les bornes. Après, sur la législation, notamment les aides et la fiscalité, on ne sait pas trop, donc on peut pas savoir aujourd'hui ce qui va se passer. Donc moi je raisonne sans, parce que quand on ne sait pas, il vaut mieux pas s'avancer. Après, je vous le redis, acheter un véhicule électrique ou acheter un véhicule neuf, aujourd'hui la bonne solution c'est plutôt de le louer en location longue durée, puisqu'on va vous déduire de la valeur du véhicule que vous aurez à rembourser la valeur résiduelle, ce qu'on estime être la valeur dans 3 ou 4 ans, et donc au lieu de rembourser sur 100, vous allez rembourser sur 60, 70, et on arrive finalement à des loyers
loyers qui vont être de la moitié d'un remboursement de crédit si vous achetiez le véhicule. Et en plus, ça vous évite d'avoir à le revendre à la fin. Donc, il y a beaucoup de solutions quand même aujourd'hui. Oui, mais les taux d'intérêt sont quand même très chers quand on loue une voiture, quand on emprunte. Ils sont à plus de 6%. Enfin, c'est plus qu'un crédit immobilier, même actuellement. Oui, mais pas plus que si vous achetez un véhicule normal. Enfin, là, vous me proposez une alternative qui est: est-ce que j'achète un véhicule normal ou un véhicule électrique? Les taux seront les mêmes. Mais les véhicules électriques sont très chers. Pas tellement. Regardez les écarts de prix. Et alors, surtout, l'économie que vous faites à la sortie est quand même colossale sur la consommation. Oui, éventuellement, ou d'autres véhicules qui sont pas forcément très chers. Après, moi, je suis pas un défenseur acharné de l'électrique. Nous, on s'est fixé un objectif parce que c'est l'objectif aussi des citoyens, dans la grande majorité. Le consommateur et le citoyen, parfois, sont un petit peu ambivalents. Les citoyens veulent que on électrifie au maximum. Et donc, on essaie d'aider. Après, si demain, vous venez me voir pour acheter un véhicule traditionnel, je serai là aussi. Alors, Olivier d'Artigol va pas tarder. Philippe Bilger. Pardon pour vous poser une question parfaitement prosaïque et sans doute absurde. Est-ce qu'on peut imaginer un futur où, comme je crois que dans le véhicule électrique, c'est la batterie qui coûte le plus cher, où on aura une latitude considérable du point de vue kilométrage ? Oui, parce que déjà aujourd'hui, la plupart des batteries de véhicules électriques tiennent 150 000 km, ce qui est déjà bien plus que ce qu'on estimait quand elles ont été lancées. Et les véhicules eux-mêmes, moi l'autre jour, je discutais avec un chauffeur de taxi, il était pas loin de 800 000 km, le million de kilomètres un petit peu. 800 000 avec un véhicule électrique ou hybride? Électrique. 800 000. Oui, il avait changé une fois quelques composants. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'embrayage. Ça freine quand même un peu mécaniquement parce que lorsque vous êtes sur une électrique, le frein, il suffit de lever le pied de l'accélérateur pour qu'il y ait de l'inertie qui freine, donc vous utilisez un petit peu moins les freins. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que globalement, à la fin, c'est quand même de très bons véhicules et c'est pour ça que les gens en achètent quand même beaucoup. Je vous le dis, 1 million de véhicules vendus l'année dernière en Europe, 40% sont full électriques. Donc 400 000 personnes ont décidé d'acheter des véhicules électriques financés par le Crédit Agricole. Sébastien Ménard. C'est encore une fois un début de commencement de bonnes nouvelles, mais quand on raisonne de manière urbaine ou périurbaine, quand on est de villes provinciaux comme Monsieur d'Artigol et moi-même, et qu'on décide de prendre sa voiture pour monter à la capitale, par exemple, le tout électrique est compliqué. Oui, et pour l'instant, il l'est encore. Voilà, oui. ça l'est. Et nous, on a des voitures, je dirais, des voitures de particuliers, même si elles sont, ça peut être des voitures de société. Mais enfin, c'est la voiture de Monsieur et Madame tout le monde. Mais quid de ce qui pollue beaucoup aussi, les gros camions. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on aura des gros camions électriques sur les routes de France? Est-ce qu'on aura nos camarades qui nous écoutent, artisans, commerçants, susceptibles de pouvoir s'équiper avec parce que moi j'ai beaucoup de prestataires qui me disent qu'ils ne peuvent pas passer au tout électrique parce que l'autonomie n'est pas sur des utilitaires, n'est pas suffisante. Voilà, dès le moment où ils sortent des grandes villes, et surtout c'est excessivement cher. Et là, la différence de prix entre un utilitaire thermique et un utilitaire électrique est considérable. Alors là, dans mon portefeuille d'activités, j'ai aussi le leasing des entreprises et des professionnels. On a créé avec Michelin une société qui s'appelle Wattea et qui justement est là pour conseiller, aider, financer et fournir les professionnels et les entreprises en véhicules électriques, ou pour les plus gros, ce sera certainement à hydrogène, même si la technologie n'est pas encore parfaite. Vous allez avoir en ce moment une discussion forte à l'Assemblée nationale sur l'obligation pour toutes les flottes de plus de 100 véhicules de passer progressivement à l'électrique, 10%, 15%, 20%. Et donc, ce sera de toute façon une obligation. Et puis, les ZFE s'imposeront, elles aussi, aux véhicules utilitaires. Alors, il faut faire la différence entre l'utilitaire, je dirais, la camionnette du boulanger ou la camionnette du boucher, et puis le 40 tonnes, voilà, le 38 tonnes du déménageur. Là, ça sera plutôt des solutions hydrogènes. Les solutions électriques pour les véhicules utilitaires traditionnels, ça marche déjà aujourd'hui pas mal.
Et là encore, avec des systèmes de location, il n'y a pas des écarts énormes et vous y retrouvez alors là largement sur la consommation notamment. Moi, je vais vous dire un petit secret. Tous les chauffeurs de taxi de Paris en ce moment sont en train de s'équiper de véhicules tout électriques. Regardez, il suffit de voir pourquoi. Parce qu'un chauffeur électrique moyen, ils m'ont tous dit la même chose. Avant, ils dépensaient 1 000 € d'essence par mois. Aujourd'hui, ils ont tous souvent des pavillons un peu à l'écart de Paris, mais ils mettent 80 € d'électricité par mois. Quand vous gagnez 10 000 à 12 000, quand vous gagnez 10 000 à 12 000 € par an, la messe est dite. La messe est dite. Alors, il y avait le leasing social. Vous avez été un des pionniers, vous, du leasing social avant même l'État. Vous avez lancé avec le chinois MG la MG4 à 99 € par mois. Est-ce que vous allez continuer à faire ce type de leasing social, sachant qu'il a un peu de plomb dans l'aile du côté de l'État? Oui, alors il y a deux choses. Il y avait le leasing social de l'État, qui n'a pas duré très longtemps, mais là encore c'est une preuve du succès des véhicules électriques. S'il n'a pas duré très longtemps, c'est qu'il a été pris d'assaut et que les budgets qui avaient été affectés ont été vite consommés. Donc c'est plutôt, ça va plutôt dans le sens d'une consommation assez forte de ce type de véhicule. Et après, le leasing social, c'est un terme générique pour avoir des véhicules à moins de 100 €. C'est ça. On y arrivait l'année dernière parce qu'il y avait à côté de ça des aides plus générale à l'électrification, en dehors de l'action de leasing social du gouvernement. Il y en a un peu moins cette année, donc on va être un petit peu au-dessus de 100 €, mais on tient et on refera des opérations de ce type. Sébastien Ménard ? Je vais vous poser une question intéressée. Est-ce que c'est ringard d'aimer les véhicules sportifs thermiques qui font du bruit et qui polluent un peu et qui roulent vite ? Honnêtement, quand vous êtes à l'Automobile Club de France, là, vous avez déjà la réponse. Mais c'est pour ça que je la pose. Mais on a tous un devoir de citoyen et il y a des lois, des règles. Après, vous le savez, par exemple, les véhicules de collection, les très anciens véhicules de collection seront, après 2035, hors de la législation, par exemple, des ZFE. Ça permettra de conserver un patrimoine automobile quand même dans nos pays. Mais pour une utilisation au quotidien, c'est vrai que, et là je me remets côté citoyen, on souhaite avoir quand même des choses moins polluantes. Mais certaines voitures électriques mettent le faux bruit du broum broum. Non, mais c'était... Je vous annonce. Ça oui, ça on est plutôt du côté du ridicule, mais ça veut dire que Monsieur d'Artigol, il faut ranger votre Ferrari à Pau. Oui, mais il a une Ferrari rouge. Et ce week-end à Pau, un rassemblement de vieilles voitures. Et c'est chaque fois un rendez-vous très, très apprécié sur le circuit de... C'est un petit Monaco, le circuit de Pau. Vous savez, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Il faut venir. À côté du château, c'est très très. C'est magnifique. Très bien. Une question importante. On a parlé notamment des économies d'échelle qui devraient faire baisser les prix. J'ai un souvenir, alors comparaison n'est pas raison, mais les premiers écrans plats, c'était Philips qui les faisait, ça coûtait 120 000 francs l'écran plat, c'est-à-dire pratiquement 20 000 €. Aujourd'hui, on en achète à 500 €. Alors, il n'y aura pas une baisse comme ça, mais est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, à horizon 5 ans, 10 ans, les voitures électriques au prix des véhicules thermiques, quand on aura amorti les gigafactories, etc. Ouais, vous avez déjà l'exemple, il est flagrant. Si les véhicules asiatiques qui arrivent en Europe sont si peu chers, c'est pas simplement parce qu'ils sont fabriqués en Asie, parce qu'il y a le transport, il y a plein de choses qui devraient rajouter. C'est qu'ils ont déjà... Il y a déjà des effets d'échelle énormes. Oui, mais déjà, ils ont aussi le yuan qui est sous-évalué. Hein. Oui, mais en dehors de ça, ils ont déjà les économies d'échelle parce qu'ils produisent massivement des véhicules électriques depuis très longtemps et les composantes, notamment les batteries. Les Européens sont en train aujourd'hui de produire massivement. Vous avez Tesla qui a ouvert sa Gigafactory à Berlin, qui produit des centaines de milliers de véhicules tous les ans. Donc les effets d'échelle, ils vont arriver et ils vont être assez massifs. Et si vous me permettez de rajouter quelque chose, je pense par contre que la France a raison d'être en pointe sur la législation en matière de production des véhicules en Europe et notamment en France si possible. Je trouve que c'est très bien d'avoir de la concurrence et la concurrence asiatique fait exactement ce que faisaient les Japonais il y a 30 ans. Mais si on pouvait avoir l'équivalent de Toyota en France, par exemple, qui est une des très belles usines automobiles françaises, donc il faut, je trouve que c'est très bien, qu'une part de la valeur ajoutée des véhicules asiatiques soit fabriquée en Europe avec des salariés européens. C'est là où on aura une concurrence à la fois égale, et surtout des économies d'échelle, tout en préservant le maximum l'emploi dans nos territoires. On avait Gilles Leborgne de Renault, la Mégane E-Tech qui est fabriquée à Douai. Il disait qu'on était en vague de relocalisation. Ça vous paraît plausible pour d'autres constructeurs relocalisés en Europe en général, en France en particulier ?
Ah oui, enfin moi je pense qu'aujourd'hui c'est pas un secret, hein, quasiment tous les constructeurs chinois qui veulent importer des voitures massivement en Europe cherchent des usines et il y en a pas mal qui peuvent être disponibles. Merci beaucoup Stéphane Priamy, DG de Crédit Agricole Consumer Finance. Je pense que vous allez avoir une demande d'Olivier d'Artigol dans les minutes à venir là. Et de Sébastien Ménard, n'est-ce pas? Oui, et surtout Philippe Bilger. Oui. Rangez votre vélo. vélo. Roule encore au thermique. Allez, dans quelques instants justement, les vraies voix qui font rouler la France. Et on va recevoir des vainqueurs du Grand Prix ACF Autotech de ces dernières années qui ont fait des startups extraordinaires. Et on aura également 2 finalistes. C'est de 19h à 20h. Restez bien avec nous sur Sud Radio.